Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Dans la chaleur, jusqu'à 19h, les vraies voix de l'été qui vous rejoignent comme tous les soirs sur Sud Radio pour faire le tour de l'actualité et pour en débattre avec vous tous au 0826 300 300. Tiens, d'ailleurs, ce soir, nous serons avec Anne-Marie. Bonsoir à vous, ma chère Anne-Marie. Oui, bonsoir. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Bon, vous êtes du Sud, je crois qu'on ne doit pas préciser trop votre ville, c'est ça, ou l'endroit où vous êtes, on est d'accord ? Je suis à une quinzaine de kilomètres de Marseille. Bon, voilà, c'est ça. Et si vous êtes avec nous, c'est parce que justement, on va parler de ce qui se passe à Marseille, ce qui se passe aussi dans certains quartiers, justement. Et on va revenir sur ce qui s'est à nouveau passé cette nuit. Nous étions à Nîmes hier soir. Eh bien, nous sommes à Marseille ce soir. À Nîmes, hier soir, nous parlions de la mort d'un jeune homme, d'un enfant de 10 ans. Eh bien, à Marseille, ce soir, nous parlons d'un autre jeune de 14 ans qui est entre la vie et la mort parce que lui aussi s'est fait tirer dessus. C'est la guerre des gangs. Ça va nous emmener à notre premier débat. Je vous présente, Anne-Marie, les autres vraies voix qui vont vous accompagner ce soir. Vous serez avec Corinne Tapiro. Bonsoir à vous. Bonsoir. Conseillère d'arrondissement à Paris. Vous êtes présidente de l'Observatoire des parents et de l'école. C'est important. C'est ça. On approche en plus de la rentrée. Nous sommes avec celui qui fait son retour dans les vraies voix, Michael Sadoun. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes chroniqueur et consultant chroniqueur pour le magazine Causeur. C'est bien ça ? Entre autres, j'écris aussi de temps en temps dans les Échos ou dans le Figaro Vox. Eh bien, vous chroniquez aussi dans les Échos et dans le Figaro Vox. Beaucoup de conseils de lecture, vous avez raison de les donner. Et puis, alors, où est-ce que vous chroniquez de temps en temps Allez, Nicolas Corato. Oui, gentiment. Gentiment. Quand on m'en donne le droit. Quand on vous en donne le droit, vous chroniquez gentiment. Eh bien, on verra si vous êtes gentil. De place dans la presse. Exactement. Peut-être connaissez-vous, en tout cas, sa voix. C'est Nicolas Corato. Il était là hier, il est là ce soir, chroniqueur. En tout cas, président du think tank Place de la République. Je vous parlais, les amis, de notre premier débat. On aurait aimé ne pas le tenir, évidemment, mais il faut parler aussi de ce qui se passe quand c'est dramatique. Et ce qui se passe, c'est que la guerre des gangs a lieu un peu partout en France. On avait envoyé à Marseille la compagnie CRS 8 pour essayer de rétablir l'ordre. Et puis un enfant de 10 ans est mort à Nîmes. Du coup, on y a envoyé la compagnie CRS 8. Et puis là, c'est à Marseille que ça a recommencé. Coup de feu et un jeune de 14 ans entre la vie et la mort. Question, est-ce que le premier flic de France, celui qu'on présente comme un présidentiable, Gérald Darmanin, est à la hauteur? 0826 300 300. Vous nous appelez pour témoigner. Mais tiens, comme vous, Anne-Marie, est-ce que vous vous y êtes confronté, par exemple, à cette guerre des gangs chez vous? Oui, tout à fait. Oui, ça fait 15 ans que j'habite dans cette cité et ça fait, disons, 6-7 ans que ça s'est dégradé. Ouais. Voilà. Il y a toujours eu un petit réseau interne. Bon, ça a toujours existé depuis le début de la cité, qui a une 50aine d'années. Mais là, disons que des gangs de Marseille et de Toulon se disputent le territoire. Et donc, du coup, ça se manifeste comment pour vous, qui êtes au milieu quelque part sur cette ligne de front entre plusieurs gangs? Disons que c'est par vague, c'est par période. Ouais. Et en plus, il y a eu, disons, il y a quelques années, des caméras qui se sont installées au niveau des endroits stratégiques où sont posés les choufs, c'est-à-dire ceux qui surveillent. Les guetteurs des trafiquants. Voilà, les guetteurs, merci. Et donc, l'étau s'est resserré puisque les caméras étant installées, ils se sont encore plus rapprochés dans la cité, ils se sont encore plus Et vous les croisez tous les jours? Vous entendez des coups de feu parfois? Oui, même hier soir encore. Hier soir paire de calaches. Et, ça faisait un petit moment qu'il n'y en avait plus, là ça recommence. Et c'est fatigant. Jour, nuit, ça peut être n'importe quand. Eh bien, les restez enfants au milieu, c'est problématique. Et c'est pour ça justement qu'on est ravis de vous donner la parole, ne serait-ce que pour vous soutenir, vous et vos voisins, en quelque sorte, tous ceux qui sont quelque part sur cette ligne de front de la guerre à la drogue ou de la guerre des drogues qui se livre en ce moment en France. Ce serait notre débat, je le disais, à 17h30. Est-ce que le ministre de l'Intérieur est à la hauteur? Parce que c'est quand même un sacré défi. Vous votez, vous nous appelez 0826 300 300. Mais avant de débattre, je vous propose qu'on récapitule un petit peu le reste de l'actu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, on en parle tous les soirs aussi, justement, pour récapituler. On va parler du mot budget. D'abord, quelles économies pour le gouvernement qui cherche une quinzaine de milliards d'euros dans le prochain budget? Et aussi, quelle nouvelle rentrée, quelle taxe pourrait augmenter? En tout cas, Elisabeth Borne vient de promettre qu'il n'était pas question d'augmenter, je cite, les impôts sur les ménages. Autre mot, tiens, c'est important, le mot amende. SNCF Réseau condamné pour complicité d'atteinte à l'environnement après des travaux, tenez-vous bien, d'élagage
notamment à cause de la nidification des oiseaux protégés qui nidifiaient au moment où ces travaux d'élagage ont été effectués. Et puis le dernier mot, c'est important aussi de le dire, on a marché sur la Lune, je vous le dirai pas dans une langue indienne, mais oui, l'Inde a réussi à poser quelque chose sur la Lune et ça c'est un événement international. Les vraies voix Sud Radio. Mais revenons d'abord sur ces questions budgétaires qui concernent absolument tout le monde. Elisabeth Borne, au terme de ce Conseil des ministres de rentrée aujourd'hui, qui promet qu'il n'est pas question, je cite, d'augmenter les impôts sur les ménages. Mais à côté de ça, on s'attend à d'autres rentrées, ce qui est logique, d'argent en tout cas, eh bien pour retrouver 15 milliards d'euros que chercherait Bercy. Qu'est-ce qui pourrait augmenter d'après vous? Tiens, Mickaël Sadoun, honneur à vous. Est-ce que j'ai compris, les impôts vont rester tels quels en l'état, mais il y aura une augmentation des taxes qui est une manière déviée d'augmenter la fiscalité de manière générale. Je crois que les taxes vont principalement augmenter sur l'alcool et le tabac. Je crois qu'on ne peut pas s'en plaindre. Mais de manière générale, je trouve qu'il y a un peu une illusion autour de la manière dont la Macronie a réussi à diminuer la fiscalité dans ce pays, puisqu'elle a battu un record. En fait, cette année, elle dépasse 45%. Donc il y a près de la moitié de la richesse produite par le pays qui est taxé par l'État. Donc je crois qu'on ne va pas dans le bon sens de ce point de vue-là. Après, c'est pas seulement une question de montant d'impôts, c'est une question certainement d'agencement des impôts entre eux. Je pense notamment aux impôts de production qui ont longtemps pesé sur la productivité française et sur l'industrie qui permet l'ascenseur social et un meilleur taux d'emploi. On le voit en Allemagne ou en Italie. Mais c'est aussi sur l'utilisation de l'impôt. Et là, on peut avoir un réel débat puisqu'on voit bien que le niveau des services publics à tous les niveaux, l'éducation, la santé, on parle même de la police qui est sous-dotée, ou de la justice. On parlait du manque de climatiseurs dans certains hôpitaux et services d'urgence pédiatrique à Bordeaux hier. Exactement, donc on voit que cette efficacité des services publics ne correspond pas au montant de la dépense et des impôts. Voilà. Corinne Tapiro. Écoutez, moi j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur cette histoire de taxes. Alors c'est sûr qu'on ne va pas augmenter les impôts, mais on augmente des tas de choses pour les Français, ce qui revient à pratiquement pire pour certains que d'avoir des impôts, parce que certains ne payent pas d'impôts. Ils vont se voir taxés au niveau de la santé. Ils se voient taxés très très lourdement déjà au niveau de l'électricité et du gaz. Donc ce sont des surcoûts pour les Français. Quelque part, mieux vaut payer un impôt sur ses revenus que de payer des impôts permanents. Surtout, moi j'attends enfin que la Première ministre, sous l'égide de son président, nous annonce les économies que l'État va consentir. Quels sont les comités XYZ dont on va se débarrasser? Quelles sont les dépenses de l'État inutiles qu'on va arrêter de faire? Est-ce qu'on est obligé de partir en avion alors qu'on peut prendre le train? Est-ce qu'on est obligé d'embarquer X dizaines de centaines de personnes lors de chaque déplacement? Donc je pense qu'il y a des économies que l'État, la structure même de l'État doit faire, qui sont importantes. Et puis franchement, quand on en est là, je pense que finalement Bruno Le Maire qui est porté au nu, c'est pas si bon économiste que ça. Nicolas Corato. Oui, on a l'impression que le gouvernement cherche encore sa ligne sur sa politique budgétaire, puisque l'intervention de Madame Borne aujourd'hui ressemble à une forme de recadrage de ces ministres en charge de la production, de la conception de ce budget, que sont qu'est Bruno Le Maire, qui s'est beaucoup exprimé sur le sujet, et on n'a pas l'impression qu'il porte nécessairement le même discours que la Première ministre. Donc on aimerait savoir quelle est la ligne du gouvernement. Et puis je reviens sur les taxes. C'est vrai que les impôts, les premiers impôts que payent les Français, c'est pas l'impôt sur le revenu, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Ce sont les taxes indirectes, par exemple sur l'essence. On a aujourd'hui un prix à la pompe qui parfois dépasse les 2 euros. Quasiment les 60% de ce prix passent dans les caisses de l'État. Donc l'État, il a plein de leviers fiscaux et on peut augmenter ou diminuer les impôts en général sans nécessairement passer par une réforme de l'impôt sur le revenu. Donc il ne faut pas uniquement avoir ce point. Et puis ensuite, il faut quand même regarder aussi une chose. Pardon, je vais être un peu en décalage avec M. Sadoun, ça vous étonnera pas. Il y a aussi des cadeaux fiscaux sans contrepartie. Je pense aux 150 milliards d'euros d'aide aux entreprises. Je suis, moi, pour une économie qui aide les entreprises et pour des politiques publiques d'incitation et d'aide aux entreprises, mais avec des contreparties. Là, on a 150 milliards d'euros qu'on donne chaque année aux entreprises, sans avoir de contrepartie et d'engagement clair des entreprises en matière, par exemple,
d'emploi des seniors. Et vous êtes d'accord là-dessus? Alors je suis entièrement d'accord, donc on va totalement tomber d'accord. Je pense que les entreprises doivent faire partie d'un projet politique, et quand par exemple on aide les entreprises avec du crédit d'impôt recherche et qu'elles finissent par délocaliser ou utiliser des normes européennes pour faire du dumping social dans nos frontières, je pense que c'est très grave. Parenthèse dans la parenthèse, mais c'est intéressant, je vais vous demander à tous les trois d'ailleurs, quand on regarde les giga-usines ou gigafactories qu'on essaye de faire venir en France, la France n'est pas la seule à proposer des subventions à plusieurs milliards d'euros pour les faire venir, l'Allemagne le fait aussi. Est-ce qu'il faut exiger des engagements des entreprises qui pourraient s'installer chez nous, comme par exemple Tesla avec Elon Musk ou d'autres, tous ceux qu'on essaie de courtiser? Ah mais bien sûr, je veux dire, souvenez-vous de l'épisode tragique d'ArcelorMittal, Ouais. on en a tiré aucune conclusion, aucune leçon. On continue comme avant. Et dans 10 ans, Elon Musk partira et laissera des salariés sur le carreau dont la solidarité nationale devra s'occuper. Corinne Tapiro. Moi, je pense qu'on devrait aussi se pencher sur les TPE-PME, qu'on devrait aider plus largement, qu'on devrait encourager, inciter. Et pour revenir sur ce que vous disiez, sur l'emploi des seniors, alors on en parle beaucoup, mais ça ne fait partie d'aucun projet politique. Et ça, depuis des années, et pourtant, c'est pas faute de le réclamer. Et quand on a durci les règles du chômage, donc forcément, ce sont eux qui vont payer le plus lourd tribut et qui ont un taux d'employabilité qui ne dépasse pas les 15%. Donc c'est quand même extrêmement inquiétant. Je vous propose, même si ça peut avoir l'air un petit peu léger, mais il faut parler aussi des règles environnementales qu'on se met à respecter et qu'on n'aurait pas forcément respectées dans le passé. Parce que cette information n'est pas si anodine que ça. Quand on vous parle de SNCF Réseau, c'est-à-dire la partie de la SNCF qui s'occupe des rails et de ce qu'il y a autour sur les voies ferrées et de l'entretien du coup des arbres qui poussent tout autour des rails pour pas que ça heurte je ne sais quoi. SNCF Réseau, je le disais, condamné pour complicité d'atteinte à l'environnement après des travaux d'élagage en taillant donc les branches qui dépassaient des arbres. Pourquoi? Parce que ces travaux ont été effectués pendant la période de nidification de certains oiseaux. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous, ce genre de condamnation? Parce que c'est une prise de conscience plutôt nouvelle. Tiens, Michael Sadoun. Je crois qu'il faut simplement rester raisonné sur la question, mais toute prise de conscience écologique n'entraîne pas forcément une décroissance, parce que, par exemple, l'élagage des arbres ou le débarrassage génie peut être fait par une entreprise qui va donc être payée, qui va bénéficier de subventions, qui va payer des salariés qui eux-mêmes vont consommer et qui vont faire marcher ainsi le cycle de l'économie. Donc je pense que ça peut marcher comme ça. Après, il faut quand même raison garder. Je rappelle qu'une partie de la dette de l'État venait de l'absorption de la dette de la SNCF par l'État en 2018. Notamment celle de Réseau Ferré de France, qui est l'ancien SNCF Réseau. Qui s'élevait à 40 milliards d'euros et qui était énormissime. Donc je pense qu'il va falloir quand même équilibrer justement cette équation. Quoi qu'il en soit, l'amende de 450 000 euros paraît presque dérisoire à côté de la vieille dette de SNCF Réseau. Corinne? Moi, je trouve que c'est très très bien de vouloir protéger les animaux, mais quand on fait circuler des trains avec des branches d'arbres en plein milieu du parcours, il y a quand même des risques sérieux d'accidents. Donc je pense qu'il faut parfois raison garder, mesurer les choses et planifier l'élagage à un autre moment. Exactement, c'est ce que demande la justice, Nicolas. Oui, la loi, elle n'interdit pas d'élaguer les arbres. Elle demande de respecter certaines périodes pour éviter l'élagage et la destruction des nids. Une organisation, une entreprise comme SNCF Réseau, à mon avis, ils sont suffisamment structurés et organisés pour planifier leur campagne d'élagage. Ils sont déjà, alors c'est pas eux qui sont en charge à Réseau de l'horaire des trains, mais en tout cas ils sont déjà intervenus sur Sud Radio. On leur redonnera la parole à l'occasion. Allez, dernier mot, on a marché sur la Lune. Je traduirai pas, je saurais pas le faire, je ne parle aucune langue de celles qui sont parlées sur le sous-continent indien. La fusée indienne Chandrayaan 3 qui s'est posé sur la Lune. C'est pas anodin et c'est aussi la preuve que plus ça va, plus l'ancien bloc de l'Est et l'ancien bloc de l'Ouest perdent le monopole finalement sur le progrès. Surtout que les pays émergents sont plus des pays émergents. C'est-à-dire que c'est des vraies industries avec de véritables capacités en termes de défense, en termes d'espace, etc. Donc il faut compter avec et à ne pas négliger, parce que ce sont des populations importantes, puisqu'ils sont plus nombreux que c'est la population la plus nombreuse au monde aujourd'hui. Exactement. Et l'Inde rejoint les États-Unis, la Russie et la Chine au rang des pays qui ont réussi à faire. Petit contexte, il y a quelques jours, la Russie, pour une fois, parce qu'elle a souvent réussi, a échoué dans sa propre opération lunaire. Michael Sadoun. Oui, la course à l'espace, comme d'autres secteurs, sont révélateurs certainement des montées économiques et politiques de certains pays dans le monde. Il y a même une tentative de coordination par les BRICS eux-mêmes qui ont envie de constituer un nouveau bloc, mais c'est précisément ce dont ces puissances manquent pour le moment. Ce sont des géants un peu isolés.
au contraire de ces grands blocs dont vous parliez, et qui, eux, arrivaient à trouver des alliés et à se constituer. L'Europe a essayé de le faire, mais c'est quand même assez pathogeant. On remarque que l'isolation n'est pas non plus la bonne solution, même si l'Inde a quand même une stratégie diplomatique assez originale et qu'elle est amie avec plus ou moins tout le monde dans le monde, y compris nous. Mais reste à voir s'ils arriveront à se coordonner avec la Russie et la Chine et peut-être à construire ensemble une monnaie qui concurrencera le dollar, ce qu'ils essayent de faire pour le moment. Et on en reparlera, tiens d'ailleurs, des conséquences géopolitiques de la réunion des BRICS en ce moment. Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud. J'espère que je n'ai oublié personne. Quoi qu'il en soit, on va en reparler. Chine, merci, évidemment, le plus important. Quoi qu'il en soit, restez avec nous sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques minutes. Je le rappelle, la guerre des gangs qui continue à Marseille, à Nîmes, ailleurs. Est-ce que le ministre de l'Intérieur est à la hauteur? Vous habitez dans ces quartiers, vous constatez les échanges de coups de feu ou alors le deal? Eh bien, vous nous appelez 0826 300 300. Avant ça, le tour de table de l'actualité, c'est dans un instant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix de l'été pour la dernière semaine des vacances d'été, faut bien le dire, si vous êtes en train de rentrer de vacances, on pense très fort à vous. N'oubliez pas d'ouvrir les fenêtres et en tout cas de faire des pauses, de vous hydrater. Il fait chaud, y compris pour ceux qui conduisent en ce moment, soyez prudents. Les vraies voix de l'été avec Corinne Tapiro, Michael Sadoun et Nicolas Corato. Tout de suite, eh bien, les actualités qui retiennent l'attention de nos vraies voix. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Le tour de table de l'actualité. Jean Gabin, toujours valeur sûre. Évidemment, Nicolas Corato, vous nous emmenez en Italie. Tiens, vous qui nous écoutez sur Sud Radio et qui êtes peut-être des allocataires du RSA, écoutez bien, si vous aviez été italien, ça aurait pu vous arriver. Oui, donc vous savez qu'en Italie, on a un gouvernement d'extrême droite mené par une présidente du Conseil qui s'appelle Giorgia Meloni, et qui avait dans son programme une mesure phare qui consistait à supprimer l'équivalent du RSA italien qui s'appelle le revenu de citoyenneté. Eh bien, le 27 juillet, plusieurs centaines de milliers d'Italiens allocataires du RSA ont reçu un SMS les informant qu'au 1er août, ils ne toucheraient plus le revenu. Soit 3 jours avant de le toucher. Soit 3 jours avant de le toucher. Et globalement, c'est 1 600 000 foyers italiens qui sont concernés par cette suppression pure et simple qui n'est remplacée par aucune autre aide. Giorgia Meloni considérant que cette allocation faisait partie de ce qu'elle appelle le cancer de l'assistanat. Alors, cette actualité de l'été en Italie, moi, elle amène deux petites réflexions. D'abord, un petit message vis-à-vis des électeurs qui votent pour l'extrême droite et dont on dit souvent qu'ils font partie des classes populaires, et ça se vérifie quand on regarde les études. J'ai envie de leur dire qu'il faut faire attention d'arrêter de voter contre ses propres intérêts et que tous les mouvements d'extrême droite qui arrivent au pouvoir mettent en place des politiques antisociales. Et ça, l'histoire et la géopolitique le démontrent parfaitement. Et ce qui se passe en Italie nous montre. Deuxièmement, peut-être... Justin Benel, vous allez reprendre la parole, mais si le Rassemblement National était là, il vous dirait que vous étiez contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron parce qu'elle était trop dure pour vous et qu'ils étaient d'accord avec vous. Oui, et d'ailleurs qu'ils avaient un système bis qu'ils ont présenté qui considérait à supprimer les cotisations sociales sur un certain nombre de revenus du salaire, ce qui avait pour but et conséquence finalement d'assécher les moyens de la sécurité sociale. Donc c'est antisocial également. Deuxièmement, peut-être un message pour la gauche, en disant que je pense qu'il y a d'autres sujets, on en reviendra dans le cours de l'émission, sur lesquels ils pourraient se mobiliser, et notamment la démonstration quasi quotidienne dans les médias du caractère antisocial de l'extrême droite. Et moi je pense que la gauche gagnerait beaucoup plus d'opinion et d'intérêt et d'attention des concitoyens si elle développait beaucoup plus ce genre de discours. Michael Sadoun. Je ne vais pas être d'accord parce qu'il me semble vous êtes là pour débattre, ça tombe bien. Il me semble que cette politique antisociale ne découle pas d'un logiciel d'extrême droite. Il me semble que ça découle beaucoup plus des contraintes européennes auxquelles fait face Madame Meloni dans toutes les matières finalement, tant sur la matière migratoire sur laquelle elle avait promis d'être extrêmement rigoureuse et sur laquelle elle est revenue parce que finalement la Commission européenne lui dit écoute, tu ne bénéficieras plus de nos financements si tu refuses d'accueillir des migrants chez toi. Madame Meloni était sur un discours disait-on néo-fasciste au moment d'accéder au pouvoir, et il se trouve qu'il y a quelques semaines elle a déclaré publiquement que les immigrés étaient nécessaires à l'Italie. Donc je pense simplement que déjà, on en avait fait tout un foin sur la néofasciste qui, en fait, ne déroge pas beaucoup à la ligne européiste et à ses prédécesseurs sur beaucoup de questions, tant sur la question migratoire qu'économique, et qu'en plus, elle est confrontée en ce moment à des difficultés financières. Je pense à une dette italienne qui explose et dont les taux d'intérêt sont bien supérieurs à la nôtre parce que ces notations par les agences de notation sont inférieures. Et je pense que c'est beaucoup plus révélateur d'un rapport à l'international et à l'Europe
qu'un logiciel idéologique d'extrême droite. Après, ceci, il a toujours été un peu plus libéral que son adversaire, par exemple. Mais tout à fait. C'est pour ça que diplomatiquement, en fait, elle s'en a jamais été cachée. Elle a toujours été plutôt pro-OTAN et pro-Union européenne. Enfin, pro-Union européenne peut-être pas, mais pro-OTAN et plutôt atlantiste et je dirais occidentaliste, entre guillemets, comme peut l'être de temps en temps l'extrême droite. Et finalement, tant qu'un candidat ne revient pas sur cette ligne et sur ce rapport à l'Europe, il sera contraint financièrement et diplomatiquement. Après, il est marqué nulle part dans le traité qui régit notre appartenance à l'OTAN qu'on est censé supprimer le RSA. C'est quand même un autre sujet. Bien sûr, mais c'est simplement une ligne et une vision idéologique générale. Peut-être quand Romano Prodi, parce que je pense qu'il faut dire que c'est l'Europe qui est à l'origine de la décision de Madame Meloni, je pense que c'est un peu un raccourci, peut-être voire même un raccourci idéologique. Quand Romano Prodi accepte le fonds de soutien européen, l'Europe lui fixe 50 conditions. Dans ces 50 conditions, il n'y a pas la suppression du RSA italien. Donc c'est bien une mesure idéologique qui est sur ce vocable de la chasse à l'assistanat. Et regardez certains discours en France sur la chasse à l'assistanat, vous verrez qu'il y a des références. Oui, mais il me semble qu'elle n'est pas portée que par l'extrême droite. La Macronie la porte également. Je trouve qu'effectivement c'est une annonce qui doit être un peu dramatique pour les quelques millions de foyers, enfin le million de foyers concernés en Italie. Après, moi, je suis très gênée de cette manie qu'on a de transposer ce qui se passe dans un pays avec ce qui se passe chez nous. Donc partant de là, je crois qu'on a une politique, enfin des hommes politiques et des femmes politiques sont foncièrement différents de ce qui se passe en Italie. La tentation est grande de lutter contre l'assistanat parce qu'il y a toujours un clampin qui connaît un qui est au RSA et qui gagne 3 000 € à côté. Donc bon, c'est un peu difficile, mais moi j'invite tous les politiques qui veulent supprimer le RSA à essayer de vivre avec 527 € par mois. Toutes choses égales par ailleurs, avec le loyer à payer, etc. Et là, vous aurez mis tout le monde d'accord ? Voilà. En tout cas, autour de cette table, Corinne Tapiot. Oui, ça arrive. Vous voyez, allez rester avec nous. On va parler d'un autre sujet, brûlant d'ailleurs, malheureusement, puisqu'on retourne à Marseille dans un instant. Est-ce que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est à la hauteur face à cette guerre des gangs qui a à nouveau mis un jeune entre la vie et la mort, mais à Marseille cette fois-ci. Il a 14 ans lors d'échanges de coups de feu. Quelle est votre vie quotidienne sur place dans ces quartiers en proie au deal, d'une part, et à la guerre entre les différents gangs? On va en reparler avec notre témoin Anne-Marie au 0826 300 300 et avec vous tous sur Sud Radio. À tout de suite. Jean-Marie Bordry. Les vraies voix de l'été avec Corinne Tapiot, avec Mickaël Sadoun et Nicolas Corato sur Sud Radio. On a retrouvé Anne-Marie au 0826 300 300 quelque part à quelques kilomètres de Marseille, dans un quartier où on continue à tirer à la Kalachnikov comme la nuit dernière. C'est ce que vous nous disiez, Anne-Marie, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ça faisait un petit moment que ça s'était un peu calmé et puis là, c'est reparti. Et bien justement, c'est reparti un peu partout puisque on va en parler tout de suite sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Après la mort de l'enfant de 10 ans à Nîmes, dans le quartier de Pisevin, on en parlait hier. C'est un adolescent de 14 ans dont le pronostic vital est engagé, blessé par balle hier soir dans le quartier du sud de Marseille, non pas le nord comme ce qu'on dit souvent. Donc c'est important d'en parler aussi, des faits qui sont produits aux alentours de 21h aux environs de la Cailleule. C'est une cité qui est située au sud de la ville. Tout de suite, on retrouve au 0800, pas au 0826 300 300, mais en tout cas on retrouve Bruno Bartocchetti, notre invité. Bonjour à vous Bruno Bartocchetti. On va vous retrouver dans quelques instants. Manifestement, secrétaire national chargé de la zone sud pour le syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Au 0826 300 300, on est aussi avec Jaffar, manifestement, qui nous appelle depuis le Gard. Bonsoir à vous mon cher Jaffar. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. C'est cette question, alors elle a l'air assez politique, c'est pas notre objectif, mais cette question qu'on posait, est-ce que pour vous, le ministre de l'Intérieur est à la hauteur, Gérald Darmanin? Et surtout, et c'est la vraie question en fait, c'est est-ce que la police peut être partout? Vous êtes dans le Gard, à Nîmes, un enfant a été tué hier, on a envoyé la CRS 8, avant elle était à Marseille, peut-être qu'on va la renvoyer à Marseille, où un jeune a été fauché. Jaffar? Oui, bonjour à toute la France, à tous les Français, total respect à ce superbe pays qui est la France. On a vraiment un grand potentiel et voilà. Il ne faut pas que ceux qui nous dirigent nous bloquent le tout pas. Je voulais déjà remercier et féliciter tous les forces de l'ordre parce qu'ils font un travail extraordinaire, qui n'est pas toujours évident. Après, comme partout, il y aura toujours, il peut arriver qu'il y a des gens qui dérapent un petit peu, mais ce n'est pas la majorité. Et en fait, pour moi, ceux qui nous dirigent, est-ce que c'est être franc par rapport à M. Darmanin? Alors, vous avez le droit d'être franc, du moment qu'on est respectueux, on peut tout dire, on est là pour débattre. Je respecte, mais pour moi,
pour moi, le poste de ministre, c'est des postes prestigieux et il n'est pas à la hauteur. Voilà. Voilà. Vous aurez été franc et vous avez le droit de le dire. C'était la question qu'on vous posait déjà. Enfin, vous savez quoi, on va essayer de vous retrouver avec une meilleure liaison téléphonique depuis le Gard parce que vous avez pas mal de choses à nous dire et c'est pour ça qu'on tient à ce que vous reveniez. D'abord, Bruno Bartocchetti, secrétaire national chargé de la zone sud pour le syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Bonsoir à vous, Bruno Bartocchetti. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Mais vous êtes le bienvenu sur Sud Radio. Vous avez fort à faire par les temps qui courent. Tiens, c'est pas tous les soirs aussi que vous commencez une émission par un auditeur de Sud Radio qui commence par rendre hommage à la police. Bon, ça doit déjà vous faire chaud au cœur. Oui, après, on a, je crois, 80% de la population qui rend hommage au travail des forces de l'ordre. Hein. Donc, ça fait plaisir à entendre et nous sommes effectivement bien soutenus par la population réaliste qui comprend qu'aujourd'hui, c'est très dur de faire ce métier de policier comme celui d'enseignant, infirmier et d'autres personnels du service public bien exposés. Allez, revenons à ce qui s'est passé d'abord hier soir. C'était dans une cité du sud de la ville. C'est à la Cailleule, manifestement. Est-ce qu'on a une idée de l'identité du jeune homme qui a été fauché, qui se retrouve entre la vie et la mort ? Oui, alors ce que j'ai cru comprendre, c'est que son pronostic vital ne serait peut-être plus trop engagé au moment où je vous parle. C'est déjà une bonne nouvelle. Il a été quand même sérieusement touché. Et d'ailleurs, il n'a pas été le seul touché par ces tirs. Ils étaient 3, il y en a eu 2 autres très légèrement blessés. Donc c'est vrai que quand on parle aujourd'hui de règlement de compte à Marseille, on va prendre Marseille, mais malheureusement, on sait très bien que si c'est l'endroit où il y en a le plus, c'est pas le seul endroit où il y a des règlements de compte. On oublie parfois de comptabiliser toutes ces personnes blessées. Voilà, de manière collatérale ou pas, et ça fait beaucoup de dossiers à gérer. Et beaucoup de dossiers à gérer, beaucoup d'urgences sur lesquelles vous ne pouvez pas être présent, vous et vos collègues, puisque je vous propose d'écouter Anne-Marie qui est avec nous, mon cher Bruno Bartocchetti. Anne-Marie, elle est quelque part à plusieurs kilomètres de Marseille, on ne dira pas où, en tout cas, mais Anne-Marie nous disait que ça tirait à la Kalachnikov la nuit encore, hier soir encore, dans son quartier, n'est-ce pas Anne-Marie ? Oui, tout à fait, oui. Et que ça se dégrade. Oui, ça se dégrade depuis quelques années, bien avant le Covid d'ailleurs. Alors c'est sûr que le métier de policier ne fait plus rêver maintenant, hein, on manque d'effectifs, ça je peux le concevoir. Dès qu'il y a des tirs en plein jour, nous sommes dans la cité privée, entre guillemets, de transport en commun. Il faut aller prendre le transport en commun à plus d'1 kilomètre à pied. À chaque fois que ça tire, c'est ce qui vous arrive en fait, c'est ça ? Quand il y a des tirs en journée, c'est ce qui se passe. La nuit, c'est un autre problème. Donc voilà, nous sommes, pour beaucoup qui n'avaient pas de véhicule, pour les personnes âgées, c'est très difficile. Quand ça dure une semaine, voilà, on nous prive il faut aller prendre les transports en commun beaucoup plus loin. C'est exaspérant, voilà, nous subissons au quotidien. Dernière question que je vous pose, après vous échangerez avec nos vraies voix aussi. Vous les voyez beaucoup ou pas les policiers sur place dans votre quartier, Anne-Marie ? C'est par vague. Dès que, voilà, je pense qu'il y a des enquêtes qui se font régulièrement parce qu'il y a, disons, un mois, 7 du matin, moi j'ai été réveillée, il y a eu 6 heures du matin, donc je pense une perquise, hein, parce que c'est l'heure, je pense, autorisée pour cela. Donc, s'ils sont venus comme ça à 6 heures du matin, c'est qu'il y avait des enquêtes. C'est souvent les mêmes bâtiments, en tout cas autour de chez moi, hein, c'est une grande cité. Et depuis que j'y habite, il y a, voilà. On les voit, voilà, ils sont là. C'est ponctuel, en force, mais c'est pas permanent. Il n'y a pas du bleu tout le temps. Bon, Bruno Bartocchetti, ça vous étonne pas ? Alors, non, ça ne m'étonne pas, mais en même temps, on ne pourrait pas mettre un policier devant chaque tour, devant chaque entrée d'immeuble. Et on a besoin aussi de plus en plus d'effectifs pour mener des enquêtes, justement, autour de ces trafics de stupéfiants. Je crois que, et je l'ai déjà dit à l'antenne, c'est vrai que tout ne peut pas reposer sur les épaules de la police en matière de sécurité. Il y a beaucoup de sujets sur ce thème-là, peut-être les plans d'urbanisation, il y a beaucoup de choses à revoir à ce niveau. Les policiers doivent être bien sûr un peu plus présents sur le terrain pour sécuriser la population. Je crois qu'il y a 2 sujets importants. C'est sécuriser la population qui en a marre d'être comme ça envahie par ces trafics de stupéfiants. Et puis après, il y a tout le travail d'enquête. On doit donner beaucoup plus de moyens aux policiers, aux gendarmes, aux douanes. Je parle souvent des groupes interministériels de recherche pour lutter contre le trafic international. Donc il y a plein de pistes, bien sûr, à explorer pour pouvoir repousser ce phénomène-là. Je dis bien repousser parce que vaincre, on ne gagnera jamais.
Pour être réaliste, on ne gagnera jamais. En même temps, dans mes propos, c'est pas du défaitisme. C'est surtout de dire qu'on doit repousser au plus loin ces trafiquants de stupéfiants, sécuriser la population, et puis surtout rendre responsable. Alors là, je ne parle pas encore de sanctions, mais de morale. C'est que tout consommateur aujourd'hui, a sa part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Et ça, c'est important de le retenir, parce que s'il n'y avait pas de consommateurs, il y aurait peut-être moins de trafic et moins de règlements de compte pour envahir les territoires. Et on le voit sur toute la zone demande, En gros, ce que vous dites concrètement, Bruno Bertocchetti, c'est que quiconque fume du shit, c'est interdit, je le rappelle, à Marseille notamment, ou alors à Nîmes, eh bien alimente ceux qui s'entretuent à la Kalachnikov avec des gens qui n'ont rien à voir avec cette guerre tout autour. Absolument. À partir du moment où on va à la cité de la Paternelle, par exemple à Marseille, pour ceux qui connaissent, parce que c'est l'endroit le plus prisé pour aller faire son drive, lorsqu'on va rapidement avec son véhicule personnel faire son drive et acheter son gramme de coke ou de shit, eh bien on contribue justement, on alimente ces réseaux et ces règlements de compte. C'est vrai qu'on lit beaucoup de choses dans les réseaux sociaux, on se lâche, on entend tout et n'importe quoi. Mais enfin, à la sortie, la réalité, c'est que la population qui subit les conséquences avec ce qui se passe malheureusement, à cause, je dis bien, j'insiste bien, à cause au départ des consommateurs, avec une société, une France qui est bien malade, bien sûr. Allez, restez tous avec nous. La parole à nos vraies voix. On a l'impression, Michael Sadoun, que la police est obligée de passer d'une urgence à une autre, de Nîmes à Marseille, de Marseille à Nîmes, et puis qui sait demain à Toulon. Oui, surtout que la police, je pense, traite principalement les symptômes de la maladie, mais pas la maladie. On sait que le problème de la drogue à Marseille ne date pas d'hier. Alors évidemment, il y a une demande de bleu sur le terrain, comme on dit, parce que ça permet de rassurer une population qui parfois n'arrive plus à sortir et revenir librement chez elle sans subir les violences ou les menaces. Ça, c'est sûr et certain. Il y a des témoignages de gens qui sont obligés d'accompagner leurs enfants à l'école qui est à 100 mètres parce qu'ils ont peur qu'il arrive quelque chose sur la route. Mais je pense que c'est pas le fin mot de tout, que la police est là pour maintenir l'ordre, mais qu'elle n'est pas là pour résoudre, si vous voulez, tous les problèmes qui se posent à l'État et à la société. Je pense, je reste convaincu qu'il y a une impunité pénale sur le sujet, notamment pour les petits trafiquants, et qu'on devrait avoir une meilleure utilisation des courtes peines de prison pour ceux qui participent à du trafic. Je pense aussi qu'il y a des solutions je dirais, un peu iconoclastes qui sont présentées par des responsables politiques. Je pense notamment à Manuel Bompard, vous voyez, qui n'est pas de mon bord politique et qui proposait de mieux contrôler les containers qui passent par les ports, puisqu'il faut bien que la drogue passe par quelque part pour arriver en France, parce que la majorité n'est pas cultivée en France. On sait que le premier producteur mondial de cannabis et de résine de cannabis, c'est le Maroc, donc ça doit certainement passer par l'Espagne. Et on connaît évidemment tous ces réseaux-là. Je pense aussi qu'il y a le rôle d'une immigration qui joue. Alors évidemment, il y avait la mafia corso-marseillaise qui a été remplacée par de nouvelles organisations plutôt d'origine maghrébine, africaine, etc. Mais aussi parfois un trafic, je pense, qui profite d'une immigration récente, qui n'a pas de droit ou qui a peu d'intégration. Et c'est sûr que pour un jeune qui ne se sent pas beaucoup d'avenir parce que le tissu économique, social, l'intégration est mal faite et qui peut gagner 100 à 200 euros par jour en étant chouf, on sait évidemment ce qu'il va choisir comme plan de carrière. Le chômage et ça. Exactement. Sur fond évidemment d'une ville qui est touchée par le chômage, par un taux de pauvreté évidemment supérieur à la moyenne et par ce que Bruno Bertocchetti a dit, c'est-à-dire un logement qui est déplorable. Et effectivement, Corinne Tapiro. Moi je suis extrêmement frappée du fait qu'on ne parle que du trafic de drogue, parce qu'on a quand même dans ce pays un certain nombre d'armes qui circulent et on n'entend jamais parler de cette problématique. À quel moment on va éradiquer ce trafic d'armes ? De Kalachnikov. De Kalachnikov, c'est pas rien, parce que moi personnellement je ne saurais pas en acheter une. Il y en a qui n'ont visiblement pas de problème. Donc tout ça induit effectivement des quartiers qu'on appelait les territoires perdus de la République, où les gens ne peuvent plus vivre, où ils doivent partir, qui vivent pour certains dans des barres d'immeubles absolument pas entretenus, où souvent les bailleurs sociaux ont renoncé à leur mission essentielle et ils devraient être sanctionnés lourdement. Je pense qu'il faut repenser effectivement ces tours de X étages. Il faut penser peut-être des quartiers plus humains, plus aérés. Enfin bon, ça c'est tout un travail que la mairie de Marseille n'est pas prête de faire. Enfin, on a quand même surtout les services publics qui s'éloignent de ces secteurs
et les commerces. Donc ça veut dire tout ce qui fait la vie d'un quartier, qui est de nature à rassurer, qui permet à des personnes qui rentrent un peu tard, si elles se sentent embêtées de rentrer dans un commerce, elles ne peuvent plus le faire. Approche d'urbaniste en fait. Voilà, moi j'ai très très peur que tout l'argent qui a été mis à grand renfort de communication par le président Macron sur Marseille, en l'occurrence puisqu'on parle de Marseille ce soir, ne servent pas à grand chose tant qu'on n'aura pas la vraie volonté d'éradiquer ce trafic d'armes et tout ce qui va avec. Moi je suis effarée. Nicolas Corato, vous étiez avec nous hier, on parlait déjà beaucoup des causes du problème. Je vous propose qu'on avance un petit peu par rapport à hier, qu'on aille aussi sur les solutions. Tiens, Mickaël Sadoun nous parlait de la réponse pénale, sujet qui vous est cher. Est-ce que c'est aussi ça qui manque à la police ? C'est un vaste sujet. On pourrait en parler des heures. Est-ce que la sanction pénale est dissuasive ? Malheureusement, beaucoup d'études prouvent que vous pouvez alourdir les sanctions, vous pouvez même les appliquer plus systématiquement. Et remplir les ça bonnettes, n'aura pas nécessairement un effet sur la commission des actes délictueux ou criminels. Mais c'est un sujet public, un sujet de débat public extrêmement large. Sur les actions qu'on peut mettre en œuvre, il y a aussi des sujets qu'il faut qu'on mette sur la table. Par exemple, une question d'égalité des Français par rapport aux forces de sécurité. Il y a une inégalité territoriale de la répartition, par exemple, des policiers nationaux. C'est un sujet qui est sur la table des ministres de l'Intérieur depuis des années. Mais à Paris, mais pour des raisons qu'on peut comprendre, parce qu'il y a aussi beaucoup de manifestations. Il y a l'administration du ministère de l'Intérieur, il y a la surveillance des sites sensibles, mais si vous regardez les Bouches-du-Rhône, on est à 37 policiers pour 10 000 habitants. À Paris, on est à 160. Alors, je dis pas qu'il faut vider Paris pour remettre les Bouches-du-Rhône, mais en tout cas, cette question de la répartition territoriale des forces de la police nationale et de la gendarmerie, c'est une question qu'on pourrait regarder. Et là, je sais que les syndicats y travaillent, je sais qu'il y a des blocages, qu'il y a des contraintes, qu'il y a toujours un peu une guerre des polices entre les zones gendarmerie et les zones police, mais c'est des sujets dont on pourrait débattre paisiblement. De la même manière, quand même, je pense qu'il faut peut-être aussi aider les syndicats dans leur combat pour sortir de la culture du chiffre, dont on montre ce qui se passe aujourd'hui démontre bien que cette culture du chiffre n'aboutit à rien, à part d'une certaine manière à mettre les policiers dans un état insensé par rapport à l'accomplissement de leur mission. Sachant que malheureusement ces derniers temps ce sont plutôt les morts qu'on compte. Alors on va en reparler dans un instant. Il faut peut-être aussi travailler autrement et proposer aux policiers de travailler autrement. Quelle solution, et d'ailleurs est-ce que ceux qui ont les solutions ou ceux qui disent les avoir les utilisent bien? On va parler du premier flic de France, on n'en a pas encore parlé, Gérald Darmanin. Que peut-il faire? Qu'attendez-vous de lui? Tiens, Anne-Marie, vous qui habitez dans un de ces quartiers, qu'attendez-vous de lui également? Bruno Bartocchetti pour Unité SGP Police Force Ouvrière. On en parle dans un instant avec vous tous au 0826 300 300. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix de l'été sur Sud Radio, la guerre des gangs qui continue. Est-ce que le ministère et le ministre de l'Intérieur est à la hauteur? C'est la question qu'on se pose avec nos trois vraies voix, Nicolas Corato, Mickaël Sadoun, Corinne Tapiero et nos invités. Bruno Bartocchetti pour le syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière de la zone Sud, c'est-à-dire notamment à Marseille. Nous sommes également au 0826 300 300 avec Anne-Marie dans un quartier où ça a encore tiré la Kalachnikov hier dans la nuit, et ça continue et ça reprend de plus belle. Tiens, question à tous les deux, on commence par vous Anne-Marie. Qu'est-ce que vous attendriez du ministre de l'Intérieur pour que vous puissiez dire de lui qu'il est à la hauteur? Écoutez, quelque chose qui me vient à l'esprit, on arrive à expulser des familles de HLM pour des raisons X et Y. Ces familles-là qui servent de nourrices et qui se servent du trafic de drogue pour s'enrichir, pourquoi on ne va pas les expulser, ces familles-là? Les expulser, c'est-à-dire les expulser des quartiers? Oui, parce qu'ils mettent en danger les autres locataires. Hein, et après, il y a dommages collatéraux et on attend des catastrophes. Pourquoi on ne les expulserait pas, ces familles-là? C'est ce que vous attendez, vous les connaissez, les familles des trafiquants qui tirent la calache chez vous? Alors, je ne peux pas accuser, personne, mais évidemment. voilà, il y a des familles qui ont été arrêtées, il y a des, voilà, je veux dire, ces familles-là, ils reviennent impunément chez eux, voilà, avec un bon avocat, ils n'ont pas de casier, donc première fois, ils sont arrêtés, et ces familles sont toujours là, pourquoi on ne les expulse pas? Est-ce que c'est quelque chose que les policiers demanderaient eux-mêmes, Bruno Bartocchetti? Alors, expulser des familles, le sujet est sensible parce qu'au sein d'une même famille, est-ce qu'on a... Alors, on a des familles qui vivent, bien sûr, des trafiquants de drogue. Est-ce qu'au sein de la même famille, on n'a que des voyous? C'est difficile, c'est un sujet qui est... C'est la sanction collective, c'est un vieux débat.
C'est un vieux débat, et on va les expulser, on va les placer où? Donc c'est quand même assez compliqué, je crois, de répondre à cette question. En revanche, c'est vrai qu'au niveau de la sanction, je crois qu'aujourd'hui, on en a parlé sur le plateau, la sanction ne va pas tout résoudre, mais lorsqu'on prononce une sanction de 3 ans, par exemple, et alors bien souvent c'est correctionnalisé, parce que vous pouvez aller aux assises aussi. Lorsque vous êtes producteur et trafiquant de stupéfiants, c'est un crime, et là on n'envoie jamais aux assises. Un braquage, c'est 12 ans minimum, voire 15 ans. Lorsqu'on est dans les stupes, on va prendre 5 ans, aller avec la remise de peine 3 ans, et en plus on va pouvoir fumer son shit et téléphoner de la prison pour commanditer d'autres réseaux. Ce qui est pourtant interdit. À un moment donné, la sanction, elle devient légère. Donc si la sanction est prononcée, elle doit être appliquée. Ça, c'est important, parce que sinon, ça ne sert à rien. Pour le trafiquant, c'est juste ses impôts à payer, un petit tour en prison, et on y va avec presque le sourire. Donc c'est là où il faut avoir un sens. Dans tout ce qu'on fait, ça doit avoir du sens. Et aujourd'hui, quand on sanctionne, il faut que ça ait du sens pour que ce soit dissuasif et qu'on puisse, une bonne fois pour toutes, écarter la tumeur pendant quelques années d'un réseau. Donc je crois qu'aujourd'hui, pour répondre à la question, j'anticipe la question que ce qu'on pense de notre ministre de l'Intérieur. Franchement, le flic aujourd'hui, quand il travaille, il ne pense pas au ministre de l'Intérieur tous les matins en se levant. Non, mais il en attend quelque chose. On attend quelque chose, mais c'est notre 50e ministre de l'Intérieur depuis 58, je crois. Donc on attend, bien sûr, qu'ils nous soutiennent dans notre travail. Lorsque vous avez des ministres de l'Intérieur par le passé qui ont réduit les effectifs dans la police nationale et d'autres qui ont augmenté les effectifs dans la police nationale, on peut être satisfait. Mais une fois qu'il aura fait ça, une fois qu'il aura renforcé certaines villes d'effectifs, il aura rempli un petit peu sa mission. Maintenant, est-ce qu'il est à la naissance des lois? Est-ce qu'il est à la naissance du malaise Alors, je ne suis pas son porte-parole, je ne suis pas là pour le défendre, parce que quand il vient sur un plateau de télévision pour condamner un policier avant même qu'il ait la procédure dans les mains, je ne le félicite pas. On est bien d'accord. Lorsqu'en revanche, il nous soutient dans notre protection fonctionnelle, comme on l'a demandé il y a quelque temps, eh bien on le félicite. Donc ça veut dire que c'est quand même assez compliqué de regarder le ministre de l'Intérieur. Maintenant, c'est vrai que nous, ce qu'on attend, c'est d'avoir beaucoup plus de moyens. Pour cela, la direction, elle doit se faire. Et là, on appelle le ministre de l'Intérieur vers les enquêteurs, qui manque beaucoup d'effectifs dans ce sens. Et ça, c'est quelque chose qu'on martèle à l'unité SGP Police. On lui demande, et là, il n'a pas rempli le contrat, de nous donner les moyens de travailler en judiciaire, que ce soit en sécurité publique ou en police judiciaire. Et là, c'est une demande concrète, justement. Ouais. Tiens, on va essayer de faire le tour aussi de... Non, on a une phrase, je souscris complètement à ce que vous dites, et c'est quelque chose que disent beaucoup les syndicats. Sur ce dernier point, il faut bien dire à vos auditeurs que c'est pas la CRS 8 qui va démanteler les réseaux de stupéfiants. C'est bien des enquêteurs, c'est bien un couple aussi police-justice qui doit fonctionner peut-être un peu mieux, et c'est ce couple-là et ces enquêteurs qui vont réussir à éradiquer définitivement des réseaux de trafic de stupéfiants. C'est pas la CRS 8. Michael Sadoun. Je vais abonder exactement dans le même sens. Un mot sur l'exécution des peines, peut-être, ce que demandait justement Bruno Bartocchetti. Et oui, l'exécution des peines, surtout si on parle de sanctions pénales, elle dépend quand même pas mal du nombre de places de prison. Or, pour le moment, il y a un taux de suroccupation des prisons de 120%, puisqu'il y a 72 000 prisonniers pour 60 000 places de prison. C'est une question de moyens. Je sais qu'Éric Dupond-Moretti essaye d'y remédier, parce qu'il a mis le paquet, entre guillemets, tant sur la procédure judiciaire et son accélération que sur la construction de nouvelles prisons. C'est aussi une question politique de coordination avec les maires qui acceptent ou non d'avoir une prison près de chez eux. Moi je trouve que ça sert à quelque chose de construire des prisons. Évidemment, ça n'est pas la panacée. Il faut bien voir que les sociétés qui connaissent le plus grand taux d'emprisonnement ne connaissent pas forcément le taux de criminalité le plus bas. Est-ce que c'est vraiment le ministre de l'Intérieur, je ne parle pas de l'homme mais de la fonction, qui a la solution? Ah non. Moi je suis pas pour faire porter le chapeau unique à Gérald Darmanin. Moi je trouve que sa parole publique est assez impeccable, et c'est déjà pas mal quand on est ministre. Son action est plutôt volontaire, elle est évidemment imparfaite, mais elle doit se coordonner avec les autres ministères. Éric Dupond-Moretti tient une partie de la solution dans ses mains. Le ministre de l'économie, quelque part aussi, tient une partie de la solution aussi dans ses mains. La solidarité doit jouer, le social. Le président de la République, en fait, c'est son rôle à lui de coordonner tout ça. Il est censé donner ce soir une interview au magazine Le Point et annoncer une initiative politique. On verra s'il annonce ça. Corinne Tapiro, vous avez 30 secondes pour le mot de la fin. Écoutez, moi je pense que Gérald Darmanin ne peut pas être à la hauteur de la
la tâche dans la mesure où il a le nez rivé sur un autre objectif qui n'est pas forcément celui de l'intérêt des Français, mais de la majorité, mais de la prochaine présidentielle. Donc lui, il y pense pas seulement en se rasant, il y pense tout le temps. Et ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'alors qu'il se prétend comme l'élève ou le dauphin de Sarkozy, il devrait retenir la phrase que Sarkozy disait, le goût de dire mais la passion de faire. Et je trouve qu'il parle beaucoup et qu'il fait peu, et que les actions qu'il propose comme les CRS 8, on a l'impression qu'il le saupoudre comme ça, et il y a pas de projet, et c'est pas soutenu par un objectif avec un certain nombre de moyens d'accompagnement autour, mettre en phase les gens qui sont sur le terrain pour qu'ils adhèrent à cette présence, pour qu'ils collaborent éventuellement de façon différente, pour qu'ils mettent autour d'une table et éventuellement les maires des communes pour obtenir une vision d'ensemble partagée. Merci beaucoup d'être intervenu ce soir. Anne-Marie, vous êtes toujours avec nous. Soyez prudente quand même. Hein. Bon courage. Oui. Merci. On espère que ça ne tirera pas chez vous ce soir, en tout cas. Je rappelle que vous nous appeliez au 0826 300 300 depuis une cité à quelques kilomètres de Marseille, où ça continue à tirer. Merci à vous, Bruno Bartocchetti. Soyez prudent aussi, quand même. Ce serait dommage, évidemment. Merci à vous d'être à nouveau intervenu chez nous sur Sud Radio. Secrétaire national chargé de la zone sud pour le syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Les vraies voix vont vous retrouver juste après le journal de 18h. Et tenez-vous bien, vous savez de quoi on va parler dans quelques minutes? On parlait du trafic de drogue. Ces cas d'intoxication de bébés, d'enfants de moins d'1 an, qui ingèrent des boulettes de shit laissées négligemment par terre ou sur une table par leurs parents. Ils se retrouvent aux urgences. Ça commence à arriver. On va en parler avec une pédiatre, juste après les infos. Eh oui. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Allez, soyez les bienvenus dans les vraies voix de l'été sur Sud Radio jusqu'à 19h. Vous êtes les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes avec Corinne Tapiro, conseillère d'arrondissement, présidente de l'Observatoire des parents et de l'école. C'est quand la rentrée? C'est bientôt? C'est lundi. Faut finir les courses. De septembre. Oui, exactement, c'est ça. On arrive, ça approche, effectivement. Nicolas Corato, pas de rentrée puisque pas de vacances pour Nicolas Corato. Non, je suis déjà rentré grâce à vous. Grâce à nous. On vous fait travailler sur Sud Radio, président du think tank Place de la République. Michael Sadoun revient de vacances, on peut le dire. Oui, j'ai pris quelques couleurs, je crois, non? Écoutez, c'est tant mieux. En tout cas, vous avez bien fait. N'oubliez pas, protégez-vous. On ne s'expose pas au soleil sans protection. Ça peut être dangereux. Je rappelle aussi, Michael Sadoun, que vous êtes chroniqueur et consultant. C'est important de le dire. Tiens, consultant dans quel domaine? Consultant en communication pour les entreprises. Eh bien, on va communiquer avec vous, mais pas pour les entreprises, justement, sur Sud Radio. Au programme de cette deuxième heure des vraies voix, le coup de projecteur, on en a beaucoup parlé, y compris sur Sud Radio, mais il s'est exprimé dans les médias pour s'expliquer, justement, dire qu'il combat l'antisémitisme et que c'est un poison. On va parler de Médine, invité aux universités d'été des écologistes, mais aussi de la France insoumise. Est-ce que la polémique Médine était disproportionnée? C'est une question qu'on va se poser à 18h30. Mais avant ça, je vous propose qu'on vienne sur cette actualité invraisemblable. Les vraies voix Sud Radio. Alors, chers amis qui nous écoutez sur Sud Radio, si jamais vous consommez de la drogue, je vous le rappelle, c'est interdit. Si vous en possédez, c'est interdit. Mais si vous en une vendez fois... aussi. C'est encore pire, mais une fois qu'on a dit ça, il y a des choses qu'il faut absolument pas faire. C'est invraisemblable, mais ça arrive. Des bébés ou des enfants d'1 an, donc des enfants de personnes qui doivent en consommer, qui ingèrent des boulettes de cannabis qui devaient traîner négligemment par terre ou sur une table. Ça peut avoir des conséquences absolument dramatiques. C'est une évidence sur la santé de ces petits bouts de chou. On en parle avec notre invitée Brigitte Viret. Bonsoir à vous. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes pédiatre à Dijon, présidente du syndicat national des pédiatres français. J'aurais jamais pensé un soir demander à une pédiatre si c'était vraiment dangereux de faire consommer du cannabis ou du shit à son enfant, mais on va quand même le faire parce que c'est une vraie information. D'abord, ça s'est passé il y a 3 semaines. C'est au Vigan, dans le Gard, des gendarmes qui interviennent alors qu'un bébé d'1 an venait d'ingérer une petite boulette de résine de cannabis. Elle avait été, je cite, malencontreusement oubliée sur un coin de table par les jeunes parents. Bravo. À Nice aussi, c'est arrivé. Près de 10 cas depuis le début de l'année 2023 à l'hôpital pour enfants Lanval de Nice. Augmentation de ces hospitalisations d'enfants de moins de 3 ans qui ont avalé des morceaux de résine de cannabis. Un cas notamment d'un bébé qui se réveillait pas. C'est quoi l'effet sur la santé d'un enfant en très bas âge, Brigitte Viret? Eh bien, écoutez, immédiatement, c'est un enfant qui va être plutôt somnolent, qui va un peu tituber, si vous voulez, qui va être un peu hypotonique, et puis on ne sait pas pourquoi. Donc, automatiquement, il faut emmener l'enfant aux urgences.
Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, on ne pense pas d'emblée au cannabis. On imagine plutôt d'autres affections neurologiques, si vous voulez. Exactement. Mais ce qui est important aussi, c'est que, bon, si jamais il y a eu des boulettes de résine, de cannabis qui ont pu traîner dans la table de votre appartement, vous êtes censé le savoir, chers parents qui nous écoutez, qui êtes peut-être concernés. Dans ce cas-là, c'est la première question que vous devez vous poser, et surtout c'est la première chose, quoi qu'il arrive, que vous devez dire, j'imagine, au pédiatre ou à l'hôpital quand vous amenez votre enfant. Évidemment, Brigitte. Oui, mais malheureusement, c'est pas forcément le cas. Et effectivement, il y a souvent des parents qui se taisent par rapport à ça. Et donc, c'est là où le diagnostic erre un petit peu avant qu'on puisse comprendre qu'il s'agit de cannabis. Alors, qu'est-ce qu'on fait à un petit enfant d'au moins d'1 an qui a pu manger du cannabis pour le remettre sur pied et le soigner ? Alors, au début, il faut éliminer autre chose tant qu'on ne sait pas qu'il a mangé du cannabis. Donc, malheureusement, c'est tout ce qui est de l'ordre neurologique. Donc, on est obligé de faire scanner, voilà. Et on perd du temps avec tout ça. Et on perd du temps avec tout ça. Et après, c'est un enfant qu'il faut simplement surveiller, hydrater, mais il n'y a pas de geste particulier à faire. Et à surveiller, en tout cas. Est-ce qu'il peut y avoir des séquelles graves ? Alors, sur une seule ingestion, c'est en règle générale non. Il n'y a pas de dépendance qui va s'installer sur une ingestion accidentelle. Et en règle générale, il n'y a pas encore de troubles neurologiques, de troubles de mémoire, de choses comme ça. Mais si c'est un enfant qui est régulièrement au contact du cannabis, oui, bien sûr. Ça peut être grave en termes de séquelles. On peut imaginer aussi, ce sera ma dernière question, mais c'est important de la poser. Je rappelle que c'est interdit, que vous n'êtes pas censé en avoir chez vous, encore moins en consommer. Je ne parle même pas d'en vendre. Le fait qu'il soit amené à possiblement respirer des vapeurs ou des exhalations qui viennent d'une personne qui en fume à côté de lui. On sait déjà que c'est pas bon pour les enfants que quelqu'un fume du tabac, mais alors fumer du cannabis, c'est pire. Oui, effectivement, c'est quand même pas une bonne idée, mais c'est quand même pas si nocif que ça. Bon, écoutez, en tout cas, c'est pas bien, quoi qu'il en soit, de le faire. Et on le rappelle. Éviter. Merci. Et c'est mieux d'éviter un passage en réanimation. Exactement. Mais en tout cas, ce qu'on retiendra, et c'est le plus important, Brigitte Viré, c'est que au point où vous en êtes, si jamais vous avez un doute et que vous vous dites c'est peut-être ça qui est arrivé à mon enfant, c'est la première chose que vous êtes censé dire, en tout cas, au service hospitalier. Et surtout, ne faites pas ce que vous n'êtes pas censé faire, mais si vous en êtes là, au moins, faites attention à ce que les enfants ne traînent pas et n'y touchent pas, quoi. Ce sera le plus important. Merci, Brigitte Viré, pédiatre à Dijon, présidente du syndicat national des pédiatres français. Un mot sur ce qu'on vient d'entendre, parce que cette actualité est réelle. C'est pas des cas si fréquents, mais ça arrive. Michael Sadoun, vous êtes atterré. Je suis un peu atterré. Je trouve que ça se passe un petit peu de commentaires. Simplement, ça montre que l'enjeu du cannabis n'est pas, comme on le présente souvent, qu'un enjeu de société ou économique et social ou sécuritaire. C'est un enjeu de santé publique. Et je pense que c'est trop rarement rappelé. Et je pense que, notamment, une certaine aile un peu plus libérale dans le débat public présente les pays qui ont légalisé le cannabis, même à titre récréatif, comme des pays qui sont en avance sur notre temps. Moi, je considère que c'est un retard grave et que c'est une non prise en considération des dangers que sont les drogues. Nicolas Corato. Oui, peut-être un mot dire pour poursuivre ce que disait votre intervenante sur ces parents qui n'osent pas informer les services de santé, les médecins qu'ils consomment du cannabis et que c'est certainement une boulette de cannabis. Leur rappeler qu'en France, tous les médecins et les soignants sont soumis au secret médical. Vous pouvez dire toutes les vérités possibles à des médecins. Il vaut mieux les dire d'ailleurs pour les aider à faire des diagnostics le plus rapidement. Les médecins n'ont pas le droit, ni la capacité, ni la possibilité d'en faire quoi que ce soit derrière, autrement que de soigner votre enfant avec le maximum d'informations. Ils le diront même pas à la police en tout cas, et en tout cas ils pourront soigner l'enfant. Vous avez bien fait de le rappeler, Corinne Tapiro. Moi je vais vous dire déjà, je ne supporte plus d'entendre parler du cannabis récréatif, ça m'exaspère, parce que pour moi c'est pas récréatif, là pour le coup c'est un véritable danger. C'est par opposition au terme cannabis
thérapeutique qui est consommé par certains malades dans le but d'apaiser leur souffrance. Comme un médicament, on n'en parle pas. Donc le cannabis récréatif, pour moi, ça n'est pas récréatif, c'est un vrai danger de santé publique. Et enfin, je suis quand même très très inquiète de voir le manque de responsabilité qu'on a vis-à-vis de ces tout jeunes enfants, parce qu'on s'aperçoit d'abord que les accidents domestiques de la vie quotidienne ont augmenté. Alors ils sont répertoriés, il y a des fiches d'information qui sont distribuées par la CAF, par des tas d'organismes. Et là, les boulettes de cannabis, ça y était pas encore, mais je pense que il faudrait le faire. Et puis il faut qu'ils rangent leur maison. Hein. Voilà, exactement. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. Corinne Tapiero, Mickaël Sadoun, Nicolas Corato. Les vraies voix vous rappellent leur coup de projecteur dans quelques minutes. Est-ce que la polémique autour du rappeur Medine a été disproportionnée? On va en débattre à bâton rompu, mais respectueusement évidemment, et avec vous tous. Tiens, au 0826 300 300, fans de Medine ou pas? Tiens, pourquoi pas? Venez en parler. Quoi qu'il en soit, on se retrouve dans un instant. Le tour de l'actualité avec nos vraies voix. À tout de suite sur Sud Radio. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix de l'été avec Mickaël Corato, avec Corinne Tapiro et j'ai dit Mickaël Corato. Oui. Vous avez fait une sorte d'hybride. Je vous ai fusionné. Je vous ai fusionné l'un et l'autre. Bon, ça doit donner un centriste, j'imagine, quand on mélange les deux. On peut le dire comme ça. J'ai créé un centriste. Donc Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République. Mickaël Sadoun, donc vous êtes chroniqueur et consultant, c'est important de le dire, et Corinne Tapiro. Je vous ai pas fusionné, vous vous suffisez à vous-même. Voilà, dites-le comme ça, fondatrice de l'Observatoire des parents et de l'école. Tout de suite, c'est la rentrée. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Enfin, la rentrée. Avant la rentrée, on fait les courses de la rentrée notamment, et on regarde les prix, et ça coûte cher. C'est ce que vous nous dites, Mickaël Sadoun. L'inflation sera la star de la rentrée pour vous. Exactement. Je pense que ça fait quelques mois qu'on s'est rappelé que l'inflation était un indicateur déterminant en fait de l'économie. C'est marrant parce que Dominique Strauss-Kahn introduisait une de ses auditions sénatoriales en disant l'économie finalement c'est quelque chose d'assez simple quand on regarde le marché du travail, etc. Le seul problème c'est quand on introduit la monnaie, le concept de la monnaie, ça devient beaucoup plus compliqué. On a vu que l'inflation était archi déterminante pour les taux d'intérêt, la fixation des taux d'intérêt par les banques centrales, dont dépendent globalement tous les marchés, y compris le marché de l'immobilier, que c'était déterminant pour le coût du travail et donc pour l'emploi, et que surtout c'était déterminant pour le pouvoir d'achat des Français, et c'est ce qui va nous concentrer maintenant. L'inflation en juillet 2023, elle est à 4,3%, sachant qu'elle bénéficie d'un effet de base, puisque l'année dernière, elle avait déjà beaucoup augmenté. Oui. Donc ça veut dire que les prix continuent d'augmenter sur des prix qui avaient déjà énormément augmenté. Et ce qui est plus préoccupant, c'est que l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire l'inflation sans les prix volatiles alimentaires et énergétiques, est plus élevée que l'inflation totale. Elle est à 5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, la France a importé de l'inflation d'événements extérieurs. Donc, c'est des phénomènes monétaires, de fixation des taux d'intérêt trop bas par la Banque centrale, la guerre en Ukraine, les problèmes économiques de la Chine. Et que maintenant, ces hausses de prix se sont indexées sur les salaires et qu'elles se sont bien installées aujourd'hui en France dans tous les secteurs de l'économie et qu'elle va probablement rester à plus long terme que ce qu'on le pensait. Donc je sais que certains sont assez optimistes sur la correction de l'inflation, notamment par la hausse des taux par la Banque Centrale Européenne, mais moi je pense qu'elle va s'installer, qu'elle va être durable et qu'en face, l'État va pas pouvoir faire grand-chose parce qu'en fait, il a déjà fait le bouclier tarifaire, il a déjà mis en place plusieurs mécanismes de protection. Mais on a bien vu qu'avec le budget de la rentrée qui était en préparation, l'État voulait faire en fait des économies parce que le revers de l'inflation qui sont les taux d'intérêt font peser un gros risque sur les finances publiques du point de vue de la dette publique, puisque notre dette publique a dépassé 3 000 milliards et que le taux d'intérêt a dépassé en fait les 3%. Ça veut dire que l'État a à charge d'intérêt 90 milliards par an, ce qui est un budget énormissime, c'est beaucoup plus. Pour donner une idée à ceux qui nous écoutent, c'est 10 fois le budget de la justice. Donc c'est juste énormissime. Je pense que l'État ne va pas pouvoir faire grand-chose et ça indique peut-être qu'à la rentrée, il y aura une crise sociale, une révolte, parce que les prix vont augmenter. En plus, on a vu que les prix énergétiques sont en train de remonter puisque le prix du baril est à $85. On serait rentré donc dans un cercle vicieux auquel finalement les gouvernements ne pourraient rien. Un petit peu, c'est-à-dire que non seulement il y a ce qu'on appelle la spirale prix-salaire, c'est-à-dire que globalement les entreprises
doivent augmenter les salaires des employés qui font face à des hausses de prix et que ça a un effet rétroactif. Mais en plus, il y a une spirale prix-prix où les entreprises qui voient les importations d'inflation augmentent leurs marges, en profitent. Et on a vu notamment dans le secteur de la distribution par les grands producteurs que ça se faisait beaucoup. C'est-à-dire que parfois, des producteurs de chocolat ou de gens qui n'avaient strictement rien à voir avec la guerre en Ukraine profitaient de ces hausses d'inflation pour dire écoutez, nous aussi, on va augmenter nos marges. Et globalement, les grands producteurs ont été les gagnants de cette inflation dernièrement. Et non pas les distributeurs qu'on pointe souvent du doigt. Donc, Corinne Tapiero n'est pas sortie de l'auberge. Non, moi je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge, et ce qui m'inquiète plus, que vous n'avez pas évoqué, Michael Sadoun, c'est la part que consacrent les ménages à la consommation, et notamment la part du loyer qui a fortement augmenté. Et si on regarde aujourd'hui l'attitude des bailleurs, qu'ils soient sociaux ou privés, qui demandent 3 fois le montant du loyer en salaire. Autrefois, c'était le taux d'endettement que l'on devait avoir en cas d'acquisition d'un appartement, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc la part consacrée au loyer est de plus en plus importante. Plus l'électricité, les fluides, etc. Et je crains effectivement que même si on essaye de doper la croissance et l'économie avec des chèques n'importe quoi, des chèques des allocations, quelles qu'elles soient, on n'arrive pas à relancer l'économie, en tout cas pas la consommation, à mon avis, puisque là on voit quand même qu'elle est assez en berne. Bien sûr. Nicolas ? Oui, moi je souscris complètement à cette démonstration très experte. Il y a un point dont on parle moins quand on parle d'inflation, c'est l'effet sur l'épargne. L'inflation, ça détruit aussi l'épargne. Et ça aussi, c'est un problème non seulement économique, mais politique, notamment pour un président qui aura été élu par des Français qui sont plutôt des épargnants, en tout cas sur son électorat. Parce que quand vous avez un taux d'inflation à 4, 5, 6, 7, 8% et que le livret A, par exemple, est à 3%, mais concrètement, les Français perdent de la valeur de leur épargne. Et on sait qu'ils y sont très sensibles. On voit aujourd'hui l'effet notamment sur les contrats d'assurance vie. Donc l'inflation, ça détruit le pouvoir d'achat. Pour les plus démunis, c'est un problème quasiment vital. Mais ça détruit aussi l'épargne des moins démunis d'entre eux, voire des plus aisés. Donc finalement, c'est un jeu perdant pour une grande part de la population. Et c'est vrai que le gouvernement parle moins, parce que peut-être qu'il est plus gêné aux entournures de l'effet sur les épargnants de l'inflation. Et d'ailleurs, cet été, quand même, la décision politique du gouvernement de ne pas remonter le taux du livret A est une décision politique que je trouve une décision assez étrange par rapport à leur électorat. Moi, je suis tout à fait d'accord. C'est très border, parce que franchement, le livret A, c'est le produit, je dirais, familier des Français. Bon, évidemment, il est plafonné. Évidemment, l'État prend part dans la fixation du taux du livret A. Mais là, c'est dramatique de le fixer à 3%, parce que c'est une érosion énorme du pouvoir d'achat à long terme. Et en fait, l'épargne des Français doit se déplacer maintenant vers des autres produits d'épargne que sont par exemple les fonds en euros. Les fonds en euros qui sont un peu plus risqués, qui ne sont pas fixés par l'État et qui en plus n'ont pas de plafond, contrairement au livret A. Donc en fait, on réoriente l'épargne des Français comme on ne devrait pas le faire, à mon avis. Effectivement. Mais écoutez, on va en reparler en tout cas. C'est un peu inquiétant ce que vous nous dites, surtout que vous êtes d'accord. J'aime pas quand vous êtes d'accord sur les mauvaises nouvelles. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Effectivement. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. On va débattre à nouveau dans un instant, en tout cas avec Corinne Tapiero, Michael Sadoun et Nicolas Corato. On va parler à nouveau du rappeur Medine qui s'est exprimé dans les colonnes de nos confrères de Paris-Normandie. Je rappelle qu'il est havré. On me qualifie d'antisémite et cela me broie. C'est ce qu'il dit, effectivement. Il rappelle qu'il combat l'antisémitisme et que c'est pour lui en tout cas un poison. On reconnaît des erreurs dans le passé. Est-ce qu'on a trop parlé de Medine ou pas finalement? Il est toujours invité aux universités d'été de la France Insoumise et des écologistes. On va en parler avec vous tous sur Sud Radio. Les vraies voix sur Sud Radio avec Corinne Tapiero, fondatrice de l'Observatoire des parents et de l'école. Nous sommes avec Michael Sadoun, chroniqueur et consultant, et Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République. Tout de suite, on reparle de rap. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Eh bien, sur celui qui aurait finalement peut-être aimé être un peu moins sous les projecteurs. On parle du rappeur Medine, invité aux universités d'été de la France Insoumise et d'Europe Écologie Les Verts. Est-ce que finalement la polémique sur le rappeur Medine a été disproportionnée? C'est la question qu'on va se poser. On en a déjà parlé, on va en reparler, notamment avec notre invité qui est avec nous, François Piquemal. Bonsoir à vous.
et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes député France Insoumise de Toulouse dans la Haute-Garonne. Vous avez soutenu, juste pour rappeler un petit peu le contexte, l'invitation du rappeur Medine à vos universités d'été qu'on appelle les amphis. Oui, tout à fait. Nous, on estime que c'est une personnalité parmi d'autres. On en invite beaucoup pour ces universités d'été avec laquelle on souhaite échanger, simplement pour ouvrir notre tête. On a aussi invité des ministres. Je vais vous interrompre juste une fois, mon cher François Piquemal. Est-ce que vous êtes en kit main libre ou alors vous êtes en haut-parleur ou quelque chose comme ça? On va essayer de trouver une solution technique pour être sûr que ceux qui nous écoutent arrivent à vous entendre. Ou alors est-ce que vous pouvez changer de téléphone ou vous rapprocher d'une fenêtre? Allô, est-ce que vous m'entendez? C'est bien mieux. Là, c'est formidable, vous voyez. D'accord. On a branché votre micro. Bon, je disais, est-ce que vous maintenez l'invitation? Est-ce que vous êtes pour le fait que la France Insoumise maintienne son invitation à Medine pour les amphis d'été? Bien sûr, parce qu'on invite toutes les personnalités avec lesquelles il nous semble intéressant de discuter et d'échanger. Medine en fait partie parmi d'autres qu'on invite. Il y en a énormément sur les questions écologiques, les questions sociales, de sécurité et autres. Alors justement, le rappeur Medine qui est au centre d'une polémique depuis plusieurs jours, voire semaines, il a été à plusieurs reprises accusé d'antisémitisme. Il s'en est défendu dans le passé en disant qu'il avait fait des quenelles dans le passé mais qu'il avait changé, qu'il regrettait ce geste. Il a été accusé d'être islamiste, en tout cas proche des frères musulmans, ou d'avoir fait partie d'une association Havre de Savoir dans le passé, même s'il s'en défend, proche des frères musulmans. Il a été accusé de beaucoup de choses. Il s'exprime dans les colonnes de nos confrères de Paris Normandie aujourd'hui en disant, je le cite, c'est important aussi qu'on écoute ses propos. On me traite d'antisémite, cela me broie. Il affirme combattre l'antisémitisme et il affirme que l'antisémitisme est pour lui un poison. Est-ce que vous le croyez, vous, François Piquemal? Moi, je pense qu'il est effectivement honnête dans sa démarche, qu'il a fait des erreurs par le passé, qui ont fait qu'un certain nombre de personnes ont pu s'éloigner de lui ou lui faire la critique, et qu'il a fait à plusieurs reprises, pas que maintenant, son autocritique là-dessus. Donc nous, on n'inviterait pas, il faut que les choses soient claires. Nous, la France Insoumise, nous sommes un mouvement antiraciste et qui lutte contre toutes les discriminations et contre l'antisémitisme. Nous n'inviterions pas quelqu'un qui serait antisémite ou qui tiendrait actuellement des propos antisémites et qui aurait pas fait un monde honorable sur des gestes malheureux qui ont eu lieu. Je rappelle que l'histoire de la quenelle, vous avez raison de le signaler, c'est quelque chose que l'on dénonce totalement, que Medine dénonce aujourd'hui et sur lequel il a un point de vue rétrospectif qui est intéressant puisqu'il fait une autocritique de ça, une critique de manière générale sur la question, et que c'est aujourd'hui un allié justement contre les discriminations et contre l'antisémitisme avec qui on veut discuter. Donc pour toutes ces raisons, il nous paraît pas opportun de continuer à alimenter une polémique qui est instrumentalisée par l'extrême droite. Et on pourrait, je suis désolé de vous le dire, mais cet été, on a quand même un député des Républicains qui, lui, n'a pas fait un tweet à l'emporte-pièce comme ça, qui a fait un écrit, un texte dans la tribune d'un journal pour réhabiliter quelqu'un d'antisémite, Monsieur Barès, qui a contribué notamment aux idées qui ont eu lieu lors de la Seconde Guerre mondiale et à la Shoah. Nous avons aussi un ministre de l'Intérieur, Monsieur Darmanin, qui a eu des écrits qui ont été qualifiés par certains d'antisémites. Est-ce qu'il y a eu autant que ça une cabale pour lui demander des comptes sur le sujet? Je ne crois pas, et je pense que ce serait peut-être bien de le faire d'ailleurs pour lui demander. Vous dites que pour vous, Medine est un bouc émissaire en quelque sorte? Je pense qu'en tout cas, il y a une instrumentalisation de l'invitation de Medine depuis le départ, et que c'est un mauvais procès qui est fait actuellement, puisqu'il est revenu sur les erreurs qu'il a pu commises, s'en excuser, a fait son autocritique. Alors je le dis aussi, j'ai donné la parole à nos autres vraies voix qui sont avec vous, qui vont pouvoir échanger avec vous, évidemment, François Piquemal, c'est pour ça que vous êtes là, mais vous parlez de l'extrême droite, il n'y a pas que le Rassemblement national qui dénonce l'invitation de Medine, il y a aussi la majorité, il y a même des gens de gauche, même des membres d'Europe Écologie Les Verts. Je prends l'exemple de Karima Delli, l'eurodéputée Europe Écologie Les Verts, c'est pas une femme d'extrême droite, Karima Delli, François Piquemal? Non, mais il vous aura pas échappé que moi je ne suis pas membre d'Europe Écologie Les Verts, donc je pense, mais je le pense sincèrement, je pense que c'est une erreur de leur part. Et c'est mal se renseigner sur le parcours d'une personnalité. On peut être critique, on peut ne pas être d'accord avec les positions que prend Medine, qui est un rappeur qui porte un rap qu'il veut engager et qui veut créer le débat.
Donc ça veut dire que forcément ça s'attaque à des questions sensibles et clivantes. On peut ne pas être d'accord, mais on peut l'inviter pour en parler. Et nous n'inviterions jamais quelqu'un d'antisémitisme qui est accusé d'antisémitisme. Et jusqu'à présent, Médine n'a pas été condamné, n'a même pas, à ma connaissance, été attaqué pour quoi que ce soit de ce style. Et dans ses textes, il est très clair, il qualifie l'antisémitisme de cancer et il prend position à plusieurs reprises contre l'antisémitisme. Donc pour moi, les choses sont claires et seuls ceux qui ne veulent pas voir ne voient pas. En tout cas, c'est ce qu'il a redit aujourd'hui dans les colonnes de Paris-Normandie. Michael Sadoun, vous n'êtes pas convaincu du tout, lui. Je vais vous demander d'enlever votre casque, sinon on vous entendra deux fois. Pardon. Sur Sud Radio. Alors, non, je ne suis absolument pas convaincu par ce qui vient d'être dit, parce que ce n'est pas un événement isolé. Si vous voulez, je trouve qu'on en parle trop, parce que la France a quand même d'autres problèmes à régler que les invitations aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts. Mais Médine n'en est pas à son premier fait d'armes. Il a joué aux fléchettes sur le portrait de certains élus de la République, dont le maire Bernard Carayon, qui avait milité pour l'interdiction d'un de ses concerts à Albi. Il est assez proche de Tariq Ramadan. Par ailleurs, dans ce qui est évoqué quand il dit l'antisémitisme est un cancer, c'est dans sa chanson RERD, moi que je ne connaissais pas, que je suis allé voir. Quelle est l'histoire d'RERD ? C'est l'histoire d'une femme qui se fait traiter de sale juive globalement dans un RER par des individus dit Médine lui-même, issus de l'immigration, donc du Maghreb ou des Africains. Et quelle est la conclusion de la chanson ? La femme a menti. Il n'y avait pas d'antisémitisme et en fait la force de l'État et la force de la société s'est abattue sur ces jeunes qui en fait n'ont rien dit. Cette femme était juste victime d'un chagrin d'amour et elle a inventé son histoire. Donc si vous voulez, il replace ça dans une histoire où l'antisémitisme qui émane des banlieues est totalement fantasmé. Ça s'inscrit évidemment dans le logiciel idéologique de la France Insoumise et d'une partie de la gauche d'aujourd'hui. Si la France Insoumise lutte, comme le dit notre interlocuteur, contre les discriminations, en tout cas ça s'est pas beaucoup vu, parce que les mairies qui aujourd'hui ont fait de la cause palestinienne un de leurs sujets phares sont des mairies de gauche, de banlieue parisienne, et ce sont précisément les communes qui se sont vidées de leurs juifs ces dernières années. Des communes comme Aulnay-sous-Bois qui contenaient des centaines de familles juives et qui n'en contiennent plus que quelques dizaines aujourd'hui. C'est dans ces communes notamment qu'il y a un phénomène insoumise, ceci dit. Voilà. Non, mais il y en a beaucoup des communistes qui font alliance avec les insoumis et qui sont présents au conseil municipal. Donc, si vous voulez, moi, cette polémique, je trouve qu'elle est un peu gonflée. On va passer probablement à un autre sujet dans l'actualité et je trouve ça tant mieux. On n'y passe pas, mais on va continuer à en parler. Là, on est là pour en débattre. Mais sur Médine, je ne concède absolument rien, pas plus que sur la France Insoumise. Et pour vous, ils n'auraient pas dû les inviter. Voilà, et qui a cultivé un lien bizarre avec l'antisémitisme via Corbyn, etc. Bref. Bon, alors, la réponse dans ce cas-là, non, pas bref, parlons-en dans ce cas-là, puisque vous avez François Picmal qui va pouvoir vous répondre. Oui, non, mais j'ai écouté votre propos. La chanson dont vous parlez, il relate un fait divers qui est réel et il prend position clairement contre l'antisémitisme. Donc, si vous voulez, c'est vous qui faites une double lecture qui convient à votre vision politique. Et il le dit clairement aujourd'hui dans les interviews, et ça, vous pouvez aller les voir. Et c'est pas des chansons qu'il a la lutte contre l'antisémitisme chevillée au corps. Donc maintenant, soit vous décidez que sa parole ne vaut rien et que du coup, écoutez, vous faites dire aux gens ce que vous voulez, soit la parole des gens... Sa parole vaut, mais ses actes comptent plus. Oui, mais ses actes, il est revenu dessus, il a fait son autocritique. Et je pense que si beaucoup de personnalités politiques faisaient leur autocritique comme Médine a été capable de le faire, le débat public s'en porterait mieux. Parce que l'autocritique de M. Darmanin sur la reprise des cris antisémites par Napoléon Bonaparte, j'attends toujours. L'autocritique de M. Écoutez, je pense que la menace pour les Juifs aujourd'hui dans ce pays n'est pas Gérald Darmanin. Je vous ai écouté, monsieur, donc la moindre des choses, c'est que c'est soit réciproque. Je vous en prie. Moi, j'attends toujours que M. Ciotti fasse la critique de M. Thiriot qui réhabilite Barrès. J'attends toujours que Mme Berger absolument pas Barrès. Bien sûr que si. Non, j'attends toujours que... Mais vous êtes en train de me couper alors que je parle, donc c'est pas très respectueux. Quand vous dites des contre-vérités, je suis bien obligé. J'attends également que Mme Berger ou M. Maillard fassent la critique de M. Macron qui réhabilite le maréchal Pétain ou Maurras notamment. Donc vous voyez, je veux dire, chacun doit balayer devant sa porte. Nous, nos valeurs, elles sont claires. Elles sont contre le racisme et l'antisémitisme. Jamais nous n'inviterions quelqu'un qui a été condamné pour antisémitisme. Et si vous pensez que c'est le cas,
si vous pensez que c'est le cas pour Médine, eh bien pour ça, vous avez la voie judiciaire, il faut vous en emparer, et la justice doit trancher. Jusqu'ici, ça n'a pas été le cas, donc je pense que c'est une polémique qui est montée de toutes pièces depuis des mois, d'ailleurs, à l'origine par l'extrême droite. Des groupuscules d'extrême droite ont déjà menacé de mort Médine, et il y a un autre groupe qui a menacé de mort Médine, c'est Daesh. Effectivement. Et ça, c'est aussi une réalité. Oui, donc je pense qu'il faudrait peut-être redescendre d'un cran pour tout le monde, arrêter de gonfler cette polémique. Continuons malgré tout à échanger. Parce que je suis d'accord avec vous, c'est que les Français ont d'autres préoccupations, on a tous d'autres préoccupations. Et arrêtez de monter d'un cran sur ce sujet. Continuons en tout cas à en parler calmement. On a quelques minutes. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui a une position très sage, et je finis là-dessus, puisque vous me parliez des écologistes, le maire de Lyon, Monsieur Doucet, qui ne connaît pas Médine, et chacun a le droit de ne pas connaître Médine, son parcours, ses propos, a dit quelque chose de sage, il va l'écouter et se faire sa propre opinion. Eh bien moi, j'invite tout le monde à aller lire les interviews de Médine qui sont parues aujourd'hui et à se faire leur propre opinion, et pourquoi pas suivre les échanges qu'il va avoir aux universités d'ELV et de la France Insoumise. Allez, continuons à échanger avec vous, François Piquemal, avec aussi Nicolas Corato dans un instant, et Corinne Tapiero. Écoutez, moi je suis absolument pas convaincue par les propos que je viens d'entendre. D'abord parce que je constate que, comme à chaque fois, tout est renvoyé dos à dos avec une extrême droite qui existerait ou qui n'existerait pas. Donc je trouve ça assez dommage. La victimisation des auteurs de tweets à connotation antisémite, c'est un petit peu limite. Alors c'est très facile de faire sa propre autocritique. C'est très bien, il l'a fait. Je voudrais savoir quel geste il a fait, par exemple. Mais ce qui est assez amusant, c'est que il regrette la quenelle, et c'est assez drôle le jeu de mots qui a été fait sur le nom de Rachel Kahn, qui est absolument désastreux. C'est un peu le même que faisait son ami Dieudonné sur Choananas. Vous voyez, c'est à peu près le même état d'esprit. C'est un petit peu plus explicite, voilà, le jeu de mots sur Choananas. Mais là aussi, c'est explicite quand même. D'un autre côté, Dieudonné, qui nous a fait le coup aussi du repentir au début de l'année pour revirer de cap en fin de mois de janvier. Donc pour moi, je pense qu'on n'est pas dupe de ce genre de propos. Et si vraiment la France Insoumise veut l'inviter, c'est son problème. Je ne sais pas si la France, dans son intégralité, est passionnée par ce qui se passe dans ses universités d'été. En tout cas, moi, je constate que la France Insoumise est à l'origine d'un texte dénonçant Israël comme pays d'apartheid, sans absolument avoir aucune preuve pour étayer ça. Et je trouve ça proprement scandaleux. Alors moi, j'invite Médine, s'il veut aller au-delà de l'autocritique et de faire un geste en faveur de l'antisémitisme, d'aller en Israël et de voir comment ça se passe, et de soutenir l'amitié entre les peuples. Nicolas Corato. Je voulais dire plusieurs choses. D'abord que ce sujet de Médine m'intéresse absolument pas, mais comme plusieurs éléments ont été portés. D'abord, moi je voudrais préciser une chose, c'est qu'on peut critiquer l'État d'Israël dans sa gestion, y compris des territoires palestiniens, sans être taxé d'antisémite. Et je pense que le débat public aussi gagnerait en beaucoup d'apaisement si on acceptait cette règle de traiter l'État d'Israël comme n'importe quel autre État dans le monde, même si il a une histoire particulière et dont on sait comment elle est née. Donc moi là-dessus, je nous invite tous à être très attentifs à la manière, parce que c'est aussi une manière de faire monter l'antisémitisme que de refuser aussi de débattre de ce qui se passe politiquement en Israël. Je pense par exemple en ce moment à la réforme de la magistrature et du système judiciaire qui fait que les Israéliens descendent dans la rue, sujet qui est très peu relayé par les médias français. Mais non, mais c'est un vrai sujet. Je reviens sur... moi j'ai une question pour le député qui est un peu longue, monsieur le député, mais je vais essayer de raccourcir parce que Jean-Marie est très pressé. Ce qui m'étonne, vous voyez, dans cette histoire de Médine, je rentre pas dans le détail, c'est que j'ai l'impression que la gauche se fait piéger de la même manière qu'on se fait piéger sur la laïcité. C'est-à-dire que la laïcité, la loi de 1905, s'il n'y avait pas eu la gauche, elle aurait jamais été votée, mais finalement aujourd'hui c'est un argument qui nous est renvoyé et finalement c'est nous qui devons, je dis nous parce que je me situe à gauche, c'est nous qui devons nous justifier d'être laïque alors que la laïcité elle est dans nos rangs. De la même manière, c'est nous qui avons voté la loi Guesso, la loi qui pénalise les opinions et les prises d'expression racistes ou antisémites. Monsieur Guesso n'était pas un homme de droite, c'était un communiste et je me souviens à l'époque de la position de la droite et de l'extrême droite qui dénonçait les délits d'opinion. D'ailleurs, cette critique existe toujours puisque quand monsieur Zemmour est
condamné à plusieurs reprises pour un insulte raciale, on nous dit que cette loi est une loi qui censure et qui est une loi qui entraîne le délit d'opinion. Mais quand on parle de Médine, il n'y a pas de difficulté, on est vraiment dans le délit d'opinion. Donc moi j'ai une question, est-ce que vous n'avez pas sous-estimé, et est-ce que vous ne sous-estimez pas la capacité aujourd'hui d'une forme de révolution copernicienne où la droite reprend à son compte des valeurs qui sont de gauche pour les renvoyer à la gauche comme autant d'armes idéologiques? Est-ce que finalement en continuant, et moi je ne critique pas le fait de vous inviter qui vous voulez à vos universités d'été, il y a une liberté d'expression en France qui est quand même limitée par la loi mais qui est quand même très très large, quasi absolue, mais est-ce que vous ne croyez pas que politiquement vous sous-estimez le camp d'en face dans sa capacité à vous renvoyer systématiquement finalement les valeurs que nous avons créées, que nous avons forgées? La réponse, le mot de la fin, François Piquemal. Je vous remercie pour cette question qui est une très bonne question. Et effectivement, il y a une inversion des valeurs, mais il y a aussi une inversion de la recherche des faits. Parce que quand vous parlez de la loi Guesso et du fait que M. Zemmour est condamné, il est condamné par la justice. Oui, bien sûr. Donc la justice est saisie, elle s'empare d'un sujet, elle regarde les faits et elle condamne en fonction des faits qui lui sont présentés. Pour Médine, vous n'avez à aucun moment la justice qui est saisie. Donc c'est chacun dit bien la version qu'il veut et lit bien ce qu'il veut. Donc c'est pour ça que moi j'appelle celles et ceux qui disent qu'il est antisémite à se saisir de la justice et qu'ils aillent devant la justice prouver ces faits-là. C'est pas le cas aujourd'hui parce qu'il n'y a rien. Donc c'est une problématique aussi d'honnêteté intellectuelle qui a tendance à se perdre. Et juste pour répondre à madame sur la question israélienne, moi je suis fortement du côté du peuple israélien qui manifeste en ce moment contre le pouvoir en place. Et la loi qui a été proposée, c'est pas par nous, il faut être factuel, puisque ça c'est important d'être factuel. C'est le Parti communiste qui l'a proposé, madame, c'est pas la France insoumise. Donc c'est bien de se renseigner. Et sur le terme d'apartheid, c'est pas nous qui l'employons en premier, c'est les ONG dont Amnesty International. Et je pense pas que vous remettez en cause le travail d'Amnesty International, du moins je l'espère. Donc je pense qu'il y a vraiment un souci d'honnêteté intellectuelle à avoir. C'est pour ça que moi j'invite les gens à se renseigner, à sourcer, à voir ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, à se faire leur propre opinion, plutôt que partir des on-dit sur chacun. Sinon, on peut très vite faire des raccourcis sur les parcours des uns et des autres de tel ou tel artiste. Moi, je pourrais vous dire que Michel Sardou a eu des chansons sexistes, colonialistes et racistes, et en faire quelque chose de définitif. Peut-être a-t-il évolué, je l'espère, et regarder un petit peu ce qui est. Sachez qu'on a parlé des deux chanteurs, en tout cas en 2 semaines sur Sud Radio, donc il n'y a pas eu de 2 poids 2 mesures, je vous le promets, François. Invitez Michel Sardou, monsieur le député. Non. Mais, écoutez, c'est une idée, pourquoi pas Pourquoi pas? Attendez, vous invitez Michel Sardou? Non, mais c'est pas moi qui fais les invitations. Mais moi, mais vous savez, on n'a aucun problème à parler avec des gens qui ne sont pas de notre bord politique. On l'a fait l'année dernière. Rachida Dati était invitée. On a invité aussi des ministres cette année qui ont tous décliné l'invitation. Et c'est dommage parce que je pense que dans le cadre républicain, c'est bien d'avoir des gens avec qui on est en contradiction justement pour faire du débat et que chacun puisse échanger ses idées correctement. Michael Sadoun. Alors d'abord sur l'inversion politique, je suis absolument pas d'accord avec ce qui a été dit. Nicolas Corato. Puisqu'on est héritier des hommes politiques, même les plus illustres du passé que par les idées, pas parce qu'on appartient à un parti. Donc pour être l'héritier de Buisson ou même de Jaurès, qui d'ailleurs a eu sa part d'antisémitisme par le passé, il faut lire leurs discours et adhérer à des idées, non pas adhérer à un parti, ça on s'en fiche. Par ailleurs, je voudrais dire que la même révolution a lieu dans le sens inverse, puisque la loi Veil pour la contraception, pour l'avortement ou la loi Neuwirth pour la contraception est aujourd'hui revendiquée par la gauche, alors que les deux ont été faits par des gouvernements de droite. Elle avait été votée par des majorités, notamment de gauche. Oui, enfin, non, pas du tout. Elle a été poussée par Giscard d'Estaing qui a demandé à Simone. Oui, c'est Giscard d'Estaing qui a demandé à Simone Veil de la porter. C'est tout à fait vrai ce que vous dites. Ensuite, sur la question israélienne, on peut évidemment avoir n'importe quelle position, mais je m'étonne de voir des gens qui ne s'engagent jamais sur aucun sujet international, que ce soit le Kivu, l'Afghanistan, le Mali ou autre, et qui soudainement se découvrent une passion pour la diplomatie quand ça concerne le seul pays juif du monde, dans lequel les citoyens peuvent vivre libres de confession
et de venir et d'expression. On le voit en ce moment avec les manifestations qui ont lieu dans la rue. Effectivement. Voilà. Bon, écoutez, vous aurez eu votre réponse. Merci à François Picmal d'être intervenu ce soir sur Sud Radio. Merci à vous et voilà, j'invite tout le monde à faire preuve d'esprit critique et d'aller se renseigner au-delà des discours médiatiques entendus. Bon, voilà. Écoutez, en tout cas, on peut toujours aussi échanger sur les médias. C'est ce que vous avez essayé de faire. Ça ne peut jamais faire de mal d'échanger. Bonnes universités d'été, si j'ose dire. François Picmal, député insoumis de la Haute-Garonne à Toulouse. Allez rester avec nous sur Sud Radio. On va se détendre un petit peu. Il fallait évidemment qu'on parle du conflit israélo-palestinien. Il fallait évidemment qu'on en parle. Alors, dans un instant, on va faire la fête. On va parler de choses pacifiques. Un conseil de sortie tous les soirs. Et c'est sur Sud Radio. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix de l'été sur Sud Radio qui continue à débattre avec Corinne Tapiero, Michael Sadoun qui est content de son dernier mot d'esprit que les auditeurs n'auront pas entendu mais qui n'entendront plus puisqu'on n'a plus le temps. Nicolas Corato est toujours avec nous. Allez, tout de suite, on se détend. Comme chaque soir sur Sud Radio, on visite un endroit magnifique. On part à Pignan, dans l'Hérault. Retrouvez tout de suite notre dernière invitée sur Sud Radio qu'on va retrouver avec plaisir. On est avec Michel. Bonsoir à vous. Bonjour à tous. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Merci. Michel Cassard, vous êtes la maire de la ville de Pignan dans l'Hérault. Vous proposez des marchés nocturnes. Qu'est-ce qui se passe au marché nocturne de Pignan, dites-nous? Alors, il se passe, c'est particulier. Ça fait un peu plus de 10 ans qu'on a créé ces fameux marchés nocturnes dans d'autres beaux parcs de Pignan, parc du Château. C'est vrai qu'on a un site remarquable. Donc, à l'ombre des platanes, quand il fait avec ces chaleurs que nous connaissons actuellement, c'est bien agréable le soir de pouvoir se retrouver, donc de 18h à 23h, tous les lundis de juillet et août. Vous avez une partie avec les ambulants alimentaires. Il y a une animation musicale, bien sûr, puisque de 18h à 23h, il faut que les gens passent du bon temps, on va dire, s'amusent. Il y a une partie artisanat, une partie le village des vignerons, donc avec tous les vignerons du secteur, et ensuite un genre de petit marché aux puces. Donc on attire énormément de monde. C'est vrai que c'est un marché qui est privé. Ouais. Il y a à peu près entre 1500 et 2000 personnes chaque lundi. Ah oui. Chaque lundi. Ouais, ah oui, c'est énorme. C'est quand même important. Et quand on me demande d'où vient l'enthousiasme des personnes qui participent à ces marchés, je ne sais pas l'expliquer. C'est convivial, c'est familial, c'est un mouvement de partage. C'est quoi la proportion entre les touristes, parce que vous êtes quand même dans l'Hérault en ce moment et on vous souhaite d'en avoir quelques-uns quand même dans un aussi bel endroit, entre les touristes et les habitants du coin? C'est beaucoup les habitants du coin, voire du coin assez éloigné du département, bien sûr. Ouais. Il y en a qui viennent de Lunel, il y en a qui viennent d'Agnan. Et ces personnes-là, c'est vrai que nous disent avoir fait beaucoup avoir participé à de nombreux marchés nocturnes, mais n'ont pas retrouvé cette ambiance qu'il y a à Pignan. Et c'est pour ça que j'invite souvent les gens à venir, parce que on ne sait pas l'expliquer, on est bien. C'est vrai qu'à partir du moment où on met le pied dans ce parc du Château, à 18h, l'animation commence et les gens se retrouvent. Et je vous dis, les gens se parlent entre eux et c'est ça, cette proximité que l'on recherche, nous, ici à Pignan. Et c'est ce qu'on a su créer. Alors, vous dire la part de touristes qui viennent, c'est difficile, mais il y a beaucoup d'habitués qui reviennent et malheureusement, on manque de places assises. Donc, il y a même des personnes qui amènent leur table et leurs chaises de chez eux. C'est formidable. Ah oui, non mais c'est formidable. Franchement, il y a une ambiance et on a eu 2 reportages de TF1 et FR3 et quand on me posait des questions, je leur ai répondu par téléphone. Il faut venir sur place. Eh ben on arrive. Vous savez quoi, Michel Cassard, on va essayer de passer un jour, lundi prochain, pourquoi pas. Peut-être pas tout de suite. C'est le dernier. Lundi prochain, c'est le dernier. Sud Radio encourage tous ceux qui l'écoutent en ce moment à passer du côté de Pignan lundi soir pour les marchés nocturnes. Merci beaucoup Michel Cassard. On était en train de débattre avant vous, on était même en train de s'engueuler sur le conflit israélo-palestinien, vous voyez. Il fallait bien que vous arriviez avec votre pacifisme et votre enthousiasme. Vous faites du bien en tout cas, merci à vous. Écoutez, je vous invite à venir lundi prochain. Mais on essaiera en tout cas. Merci beaucoup maire de Pignan dans l'Hérault. Merci à vous, les 3 vraies voix, d'être intervenus ce soir sur Sud Radio. Nicolas Corato, Corinne Tapiero et Michael Sadoun. La suite de votre soirée avant le retour des vraies voix demain à 17h. Les routes de l'été avec Gérard Klein dans une principauté, c'est dans le Béarn, la principauté de Las. Vous allez voir, ce sont des gens très originaux. Ils ont même transformé une église romane en cabaret. Oui, à tout de suite.